partager l'expérience de personnes qui sont tout à fait spécialistes des sujets. Donc on a le professeur Sauter, qui est Anne Sauter, qui est psychiatre et pédopsychiatre en périnatalité au CHU de Bordeaux, enfin, le CH Charles Perrin à Bordeaux. Ensuite on a Maëlia Fujitu, qui est membre du collectif Femmes de Santé et qui est directrice d'hôpital et qui a créé aussi un Instagram post-party sur la dépression du postpartum. Et c'est Axel, qui est fondatrice de Ma Passion. Merci à toutes les trois. Ici, je vais vous donner la parole. Merci beaucoup Julie. Bonjour à tous. Bienvenue dans ces magnifiques locaux. Donc, je suis effectivement Axel Ayad, la fondatrice d'une plateforme qui aide 120 000 personnes depuis 5 ans. Et j'accueille le professeur de Super et Maëlia pour cette table ronde sur le thème dépression postpartum, un enjeu de santé publique, comprendre et agir ensemble. Donc effectivement, en tant que jeune maman de 2024, j'ai été largement sensibilisée à ce thème et j'ai vu qu'il y a de grosses disparités territoriales, donc ce serait intéressant d'en parler. Donc pour ce café gourmand, nous sommes en partenariat avec Biogène qui a réalisé une étude sur le sujet. Alors Emma et Maëlia ont eu l'occasion de participer à cette étude et avec CARE, à l'initiative de nombreux baromètres dont Julie nous a partagé les résultats. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Biogène et CARE sont deux acteurs engagés dans la santé mentale et la santé des femmes. Allez, on commence. Donc, si ça vous convient, on va faire 30 minutes de prise de parole autour de 2 grandes questions. Et puis après, on se laissera le temps de répondre à vos questions et également aux questions des personnes qui sont en visioconférence, que je salue. Merci à tous d'être connectés. Alors, première question pour le professeur Anne-Laure Suter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la dépression postpartum et ses enjeux? Si vous avez des slides. Hop. Merci beaucoup de cette invitation, c'est original, donc le poster à Bordeaux qui nous a satisfait, donc je suis ravie d'être là avec vous. Alors, j'ai 7 minutes pour vous expliquer un truc super compliqué, donc j'ai mis plein de diapos, mais c'est juste une stratégie de com pour que vous vous rendiez compte que la dépression postnatale, ça fait 30 ans que je fais de la périnate, je ne sais pas ce que c'est une vision très très simpliste de quelque chose de somme toute assez compliqué. Alors, est-ce que je vais voir? Voilà. Donc, d'abord que vous ayez quelques notions de base, depuis 2017, on sait que le cerveau des femmes lutte complètement pendant la grossesse et dans les 2 ans qui suivent la naissance, et ça explique une vulnérabilité qui explique qu'il y ait tellement de troubles et tellement de difficultés à ce moment-là. Il y a tout vraiment ça dans la salle, je ne sais pas si il va falloir faire après. Et donc en fait, cette mutation du cerveau, ça permet au cerveau de la mère de se mettre dans un état d'hypersensibilité qui permet de répondre en fait aux interactions du bébé, donc de s'organiser pour traiter efficacement les interactions avec le bébé, le cerveau du bébé qui est un cerveau en développement, donc c'est vraiment l'interaction entre 2 cerveaux, 2 organes qui se développent et qui s'ajustent mutuellement. Ça c'est la fameuse étude qui montre, de 2017 qui montre que ça change, et donc on comprend assez facilement qu'en périnatalité, on puisse passer d'ajustement à ces mutations dans le cerveau qui ne se font pas sans effet sur les émotions. C'est ce qu'on appelle le blues, c'est aussi une transition de vie, une responsabilité. Donc on parle de la santé mentale, puis on passe à la détresse psychologique, et malheureusement assez rapidement on peut arriver dans des troubles psychiatriques. Alors la santé mentale en période périnatale, c'est pour 80% des mamans, donc juste une transition de vie qui va avec de l'anxiété. Bien sûr, on change de rôle, on change de façon de faire, et puis ce fameux blues qui est le reflet des adaptations du cerveau. Mais facilement, quand il y a quelques facteurs de stress environnementaux, un conjoint qui change de boulot qui n'est pas disponible, une grand-mère qui décède, n'importe quel événement de vie, des problèmes multiples et variés, on peut rentrer dans ce champ qu'on appelle la dépression postnatale. Alors vous avez, j'ai mis là en majuscule les dépressions entre guillemets. Souvent ce ne sont pas des dépressions, en tout cas pas des dépressions aussi simples que ça peut l'être, mais ça peut aussi être plein d'autres choses. Ce n'est pas que postnatal, le pic il est à 32 semaines, donc ça commence en fin de grossesse, donc il faut avoir une démarche de prévention, c'est ce que font les sages-femmes, les obstétriciens, en interrogeant les patientes, et puis ça dure jusqu'à 2 ans après la naissance, donc il faut avoir quand même une vision longitudinale du soin, donc c'est quelque chose de parcours. On travaille beaucoup avec les sages-femmes, les obstétriciens, en maternité, on se déplace, on discute, les pédiatres après, il y a vraiment un travail en collaboration.
Ça, c'est tout juste des petits chiffres comme ça, 10 à 20% des femmes quand même. Ça peut être beaucoup moins quand il y a du soutien, beaucoup plus quand il y a beaucoup de facteurs de risque. Par exemple, quand il y a des prématurités, c'est jusqu'à 40% des femmes qui vont avoir des problèmes de régulation émotionnelle. Et puis, il n'y a pas une dépression. Vous voyez les différents types de trajectoires possibles là sur cette diapositive. Et quand on rajoute encore peut-être des vulnérabilités, peut-être beaucoup de facteurs de risque environnementaux, on peut assez rapidement tomber finalement dans des troubles vraiment qui vont nécessiter autre chose qu'un accompagnement, du soutien et des psychothérapies et des médicaments. Et avec des différences cliniques entre les différents épisodes, là je vous ai juste mis des exemples pendant la grossesse, il y a plus quand il y a des épisodes pendant la grossesse, il y a plus d'antécédents, quand c'est dans le postpartum, il y a plus de facteurs psychosociaux et puis une clinique un peu particulière. Donc il n'y a absolument pas une dépression postnatale, mais une multitude. Donc une multitude de dépressions, on va essayer d'avancer, parce que je crois que j'ai 7 minutes. Sur la diapo d'après, vous aurez peut-être la chance de voir, on sait nous aussi, quand il y a un épisode qui survient à cette période de la vie, il faut vraiment s'en occuper très rapidement, parce que le risque finalement que ça se transforme en quelque chose qui est un trouble beaucoup plus chronique, dans le registre des troubles bipolaires, des choses comme ça, si on ne traite pas bien à ce moment-là, ça peut être un premier épisode de quelque chose de beaucoup plus impactant dans la vie des gens, avec des rechutes éventuelles à venir. Et puis après, il y a l'autre partie de notre spécialité qui est toute l'anticipation des rechutes chez les patients qui ont des troubles. Dans les épisodes moyens, sévères, il y a 70% des patients, des personnes qui auront des troubles en période périnatale, qui ont des antécédents dans les troubles graves, c'est 45 ans. Donc on doit suivre les dames qui ont des antécédents absolument de manière spécifique, parce qu'on sait qu'avec le cerveau qui bouge, il y a un fort risque, mais on doit aussi faire un dépistage en population générale, parce qu'il y a des gens qui ont déclenché des pathologies parfois graves à l'occasion d'une grossesse. Donc voilà, c'est tout ce que vous trouvez sur les diapos. Donc en fait, vous, de la place où vous êtes finalement, la dépression postnatale, c'est un terme générique qui permet de parler de la souffrance morale qui survient en période périnatale, mais qui commence aussi pendant la grossesse et qui doit être considérée dès le début de la grossesse. Et le reste, d'une certaine manière, c'est l'affaire des professionnels. Ce qu'il faut, c'est très rapidement, si vous sentez que ça vous dépasse, que c'est de trop, ce que vous rapportiez dans votre étude, ce qu'on a aussi dans l'enquête nationale périnatale, dans ELF, etc. On sait qu'il y a à peu près 20% des femmes qui rapportent des difficultés psychologiques pendant la grossesse, et il faut absolument avoir accès aux soins, pareil, ça son gynéco, son médecin généraliste, ne pas rester comme ça. Et puis après, la suite, c'est vraiment l'affaire des professionnels, parce qu'il y a des enjeux. D'abord l'enjeu du développement du cerveau du bébé, en lien avec celui de la maman. Vous avez compris que le cerveau de la maman se met dans un état spécial pour pouvoir répondre aux besoins du bébé. Mais on sait aussi que le cerveau du bébé, c'est quelque chose d'extrêmement vulnérable qui se développe d'une manière incroyable sur les 3 premières années de la vie. Plus jamais on passe de bouger, coucher, pas parler, à debout, marcher. C'est un bon développemental sur la première année de vie, qui est le reflet de ces variations, de ce développement. Et on sait que quand la maman est en difficulté, très stressée pendant la grossesse, fatiguée, déprimée, ou plus, eh bien il y a des effets sur le développement du cerveau du bébé. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Je ne sais pas si vous avez accès à ces informations, c'est très fortement médiatisé, mais le suicide maternel est la première cause de mortalité maternelle actuellement. Alors c'est pas pendant la grossesse, c'est pas tout juste après, c'est 43 jours. Après, donc c'est bien après, quand les gens sont sortis justement du parcours de soins. Et souvent, ce sont des gens, moi je fais partie des gens qui explorent les dossiers, et souvent les gens n'allaient pas bien avant, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas eu accès aux soins. Non. Donc, une des façons pour vous ouvrir sur quelque chose de positif, une des bonnes façons de faire la prévention périnatale, c'est de s'intéresser au sommeil. Ça, tout le monde peut le faire. Quelqu'un qui dort mal pendant la grossesse, c'est un facteur de risque important, et quelqu'un pour qui on va favoriser le sommeil en mettant du soutien, de l'aide, rien qu'en posant une question, et en prévoyant avec la famille, les tantes, les copines, etc., des moments de sommeil. Ça agit sur toute la santé mentale en période périnatale, même sur le suicide. Voilà, donc l'ennemi, c'est pas la maladie, l'ennemi, c'est la maladie, c'est pas les soins, c'est pas les médicaments, il y a toujours des traitements possibles, on sait faire plein de choses, il faut... Voilà, il y a plein de choses autour à faire, à prendre en charge. C'est vraiment l'affaire des professionnels. Par contre, il faut l'anticiper, parce que si tout le monde arrive dans la chambre de la maternité le jour J où ça va pas bien du tout, ça donne ça, parce qu'il y a l'assistante sociale, machin, il y a un truc, tout le monde n'est pas d'accord. Si on veut que ce soit comme ça, il vaut mieux s'en parler avant. Et ça, c'est les gens qui entourent les femmes enceintes, c'est avant qu'elles arrivent au soin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu mes avis. Merci beaucoup.
On enchaîne avec le témoignage de Mahalia et puis on pourra revenir sur des questions si vous en avez pour Anne-Laure. Mahalia, donc suite à la naissance de ton fils, tu as vécu une dépression postpartum et tu as décidé de créer une association qui s'appelle OTA, dont tu es la présidente. Et cette association vise à améliorer l'accompagnement du devenir parent en collaboration avec le pouvoir public et l'ensemble des acteurs. Comme tu as vécu la dépression postpartum, est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience ? Alors, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, c'est très complémentaire avec l'intervention d'Anne-Laure. Hein, et je vais essayer en 7 minutes de vous emmener un tout petit peu dans ce qui a été ce parcours pour moi, qui n'est pas un parcours puisque c'est simplement ma vie. Et je vais vous le raconter de façon très naturelle. Hein, donc c'est vraiment que vous compreniez comment ça s'est passé. Je vais essayer de tenir 7 minutes et voilà, alors je dis quand même en préambule que ça va très bien aujourd'hui, mais à l'époque c'était moins chouette. Donc déjà je pense que c'est important, et Anne-Laure l'a rappelé, de partir avant l'accouchement, parce qu'on parle du postpartum, mais en réalité ça se prépare bien avant. Et moi j'ai eu un parcours déjà pour être enceinte qui était qu'on classe finalement aujourd'hui dans les parcours un peu compliqués, mais moi à l'époque j'en étais pas du tout consciente. Je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, et donc le désir d'enfant en fait ne s'est pas obligatoirement manifesté comme ça, mais a été aussi un petit peu forcé, on va dire, par le fait que j'avais ce risque et cette infertilité de base, et donc a été dès le début très très accompagnée médicalement. Voilà, il n'y a pas eu de moment d'essai, on va dire, organique, ça a été tout de suite suivi par une gynécologue avec des médicaments, etc. Donc déjà, c'est un état d'esprit un peu particulier pour se lancer dans un projet de vie, puisque finalement, on se sent un petit peu déjà dépossédé de cette démarche-là. La grossesse s'est plutôt bien passée, même si il y avait déjà beaucoup d'anxiété. Sur le fait de perdre le bébé, de faire une fausse couche. On est aussi aujourd'hui abreuvé quand on est une jeune femme par les réseaux sociaux, etc. Et donc j'avais en tête toutes les statistiques qui existent, qui peuvent parfois être rassurantes et qui peuvent parfois être angoissantes. Et dans mon cas, ça a plutôt été angoissant. Donc j'ai mis beaucoup de temps déjà à enregistrer le fait que j'étais tout simplement enceinte et sur le point de devenir maman. Par ailleurs, pendant la grossesse, il y a eu des choses qui sont finalement, on le voit dans les parcours, assez courants. Mais voilà, mon bébé avait une malformation fœtale au niveau des reins, pas grave, mais qui nécessitait quand même un suivi. Et donc, tout ça, en fait, a alimenté un petit peu une angoisse autour de la maternité, autour du fait de devenir maman, qui devait finalement, obligatoirement, sans que ce soit conscient, mais être quelque chose de très médicalisé et très accompagné, et où, assez vite, je me suis pas sentie, moi, en capacité, finalement, d'être mère avec les capacités que j'avais, on va dire, de manière innée, si on peut dire ça. J'ai eu un accouchement qui a été totalement normal, par voie basse, voilà, dans les temps, pas de déclenchement, et que j'ai très bien vécu. J'ai très bien vécu mon accouchement, j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment. Et par contre, j'appréhendais beaucoup la rencontre avec mon bébé. J'avais peur de rien ressentir. Et quand mon bébé a été posé sur moi, effectivement, c'était à l'issue de 48 heures de travail, j'étais extrêmement fatiguée et j'ai pas du tout ressenti la vague d'amour, voilà, parce que je ne savais pas vraiment ce que je ressentais en vérité, je ressentais surtout beaucoup de fatigue et l'envie de dormir. Voilà, la suite du séjour à la maternité s'est plutôt bien passé, si ce n'est, et je l'évoque à dessein parce que
Comme le disait Anne-Laure, en fait, on voit qu'il y a plein de petits moments comme ça qui jalonnent et où il y aurait pu y avoir de la prévention et où ça n'a pas été le cas pour plein de raisons où on pourra échanger. Mais là, moi, j'ai eu un début assez compliqué du côté de l'allaitement, comme beaucoup de femmes aussi. Moi, j'avais très très envie d'allaiter et en fait, ça a été très compliqué pour des raisons à la fois physiologiques et puis j'avais une péridurale qui était très 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 dosée, donc je pense que voilà, on m'a dit après que ça pouvait avoir aussi des impacts sur la prise au sein. Plein de raisons, mais qui font qu'en tout cas, c'était compliqué pour moi. Et que l'allaitement a été vraiment le focus de mon premier mois, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de culpabilité déjà, et avec énormément de fatigue associée à tout ça, qui fait que petit à petit, et malgré un naturel, on va dire, assez combatif, je me suis épuisée en fait, parce que justement la combativité par-dessus les difficultés font que j'ai été chercher absolument partout, et je pense que beaucoup de mamans, s'il y en a, je pense que dans la salle, j'étais sur tous les sites internet, la Leche League, etc. Et je voyais plein de conseils contradictoires, et puis finalement plutôt rassurants, et donc il y avait un peu cet état d'esprit qui était assez compliqué. La vie a fait que, en fait, c'était un moment, pour vous donner un petit peu accès à ce qui se passait aussi dans ma tête à ce moment-là, c'était un moment où je me sentais tiraillée entre cette maternité qui ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais envisagé et la personne que j'étais avant de devenir maman, c'est-à-dire une personne très active, qui adorait son métier du coup de directrice d'hôpital, DRH en l'occurrence, et donc à ce moment-là, quand mon bébé avait 2 mois, j'avais l'opportunité de rejoindre une formation assez exigeante, un MBA, en fait j'ai eu besoin de me raccrocher à ça, qui me raccrochait à ce que j'étais avant. Donc j'y suis allée. Je ne peux pas dire que c'était une mauvaise décision, mais par contre ça a encore rajouté de la fatigue par-dessus tout le reste. Et il s'avère qu'à peu près au même moment, 2 semaines après que j'ai commencé, mon fils a été hospitalisé. Comme beaucoup d'enfants, il a eu une bronchiolite qui malheureusement a un peu dégénéré et il s'est retrouvé en réa. Et donc ça a fait vraiment beaucoup de choses en même temps. Parce que à la fois j'avais encore cet allaitement qui, on ne peut pas dire qu'il roulait totalement. J'avais le MBA, je continuais à tirer mon lait. En plus moi je suis de Strasbourg, c'était à Paris, etc. Donc il y avait des déplacements. Et ensuite, il y a eu l'hospitalisation. Et donc, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de culpabilité, qui à l'époque, que je mettais de côté, on va dire. Un petit fast-forward, donc tout ça continue. Et je continue quand même, malgré tout, à réussir à allaiter, ce qui était vraiment le centre, on va dire, de ce qui me rattachait à la maternité. Sauf qu'à 6 mois, dans le cadre du MBA, je suis allée faire un voyage de travail au Canada, et cette séparation d'1 semaine a été fatale à l'allaitement. C'est-à-dire que moi, ma production s'est arrêtée, et quand j'ai retrouvé mon bébé, mon fils, il ne voulait plus prendre le sein, c'est-à-dire qu'il me mordait. Donc voilà, là j'ai dit stop. Et c'est là que, en fait, finalement, tout s'est écroulé, on va dire, ce château de cartes qui tenait plus ou moins sur beaucoup d'énergie, beaucoup j'avais beaucoup de soutien aussi, il faut le dire, de la part de ma famille et de mon mari. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais plus qui j'étais. C'est-à-dire que j'avais plus l'allaitement, qui finalement me reliait à ce rôle de mère. J'avais un enfant qui m'avait rejetée. Et en plus, c'était les vacances d'été, donc j'avais même plus de travail. et en fait, c'est là que vraiment j'ai eu une prise de conscience. Et là, je vais revenir juste sur une dimension de la dépression postpartum qui n'est pas toujours présente, il me semble, mais je parle sous votre contrôle, Anne-Laure. C'est vraiment le côté dépression souriante, c'est-à-dire que c'était totalement invisible.
je parlais beaucoup parce que je suis quelqu'un qui suis très expansive du fait que j'étais fatiguée. Donc je dis toujours à tout le monde, je suis épuisée, je suis vraiment fatiguée, mais je le disais comme ça, vous voyez. Et en fait, du jour au lendemain, littéralement, c'était un week-end en août, où j'étais censée aller faire que des choses très chouettes. C'est-à-dire, je devais aller à un concert, voir des amis. Et à la fin de ce week-end, je me sentais totalement vide. C'est-à-dire, à côté de mes pompes, insolébile, je n'avais ressenti aucune émotion. Et en fait, tout à coup, j'ai une prise de conscience. Je me suis dit, je ne sais pas quand est la dernière fois où j'ai pris du plaisir à quelque chose. Je ne peux pas dire que je me sentais triste. Je ne peux pas dire que je me sentais déprimée. Si on me l'avait demandé, j'aurais dit non, ça va. Mais en fait, je ne ressentais absolument rien. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas quand même. Je me sens vraiment très à côté de moi-même. Donc le lendemain, et ça a été un peu comme une urgence, un dimanche soir. Et le lendemain, je suis allée voir mon médecin. Et là, c'était un très bon médecin, enfin c'était une femme même, une généraliste qui m'a posé ce que j'ai appris après, qui étaient les questions de l'échelle d'Édimbourg. Mais des questions qui finalement ne s'orientaient pas tellement sur la tristesse, mais plutôt sur ce que je ressentais de manière générale, sur mon rôle de mère. Et les choses qui sont sorties de ma bouche sont sorties de manière incontrôlée. C'était vraiment en lien direct entre mon cerveau et le médecin. Il n'y avait aucune traduction. Et c'était des éléments du type « je suis incapable, je ne suis pas une bonne mère, ce serait mieux sans moi ». Voilà. Plein de choses comme ça qui sont assez dures à s'entendre dire quand on ne les a pas vraiment conscientisées et qui pourtant étaient là vraiment depuis plusieurs mois. Grâce à ça, j'ai pu être suivie. Tout de suite, elle a posé les mots parce que je pense que son écran a clignoté. Et donc, elle m'a dit, madame, vous êtes en dépression et en dépression sévère, a priori. Et en fait, là, moi, je me suis un petit peu laissée glisser et finalement, elle m'a dit c'est ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire ne plus lutter sans cesse. Ça a été très difficile parce que j'ai vraiment touché le fond, on va dire, pendant 2 mois, mais j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite avoir un traitement à la fois médicamenteux et une psychothérapie. Et puis, voilà, j'ai pu ensuite remonter la pente, comprendre ce qui était arrivé, essayer de refaire aussi le chemin à l'envers. Et c'est en refaisant ce chemin-là que j'ai identifié les moments où il y aurait pu avoir une aide, ou en tout cas quelque chose qui se manifesterait et que les professionnels auraient peut-être pu identifier, mais je pense par manque peut-être de formation, manque aussi de temps, il faut le dire. Le cloisonnement aussi de chaque spécialité fait que on ne se sent pas toujours pris en compte en tant qu'être humain global, mais parfois en petits morceaux quand on est patient. Voilà, et ça, je le sais aussi de par mon métier. Et donc, j'ai souhaité transformer cette expérience pour, pas uniquement sur la dépression postpartum, mais vraiment sur l'accompagnement des parents pour que ça se passe le mieux possible à la naissance d'un enfant. Voilà. Merci beaucoup, Maëlle. Merci pour ton témoignage. Donc, avant de passer aux questions, on va passer aux recommandations. Donc, vous avez toutes les deux participé à une étude qui vise à sensibiliser les acteurs et le grand public à cette thématique de la dépression postpartum, et chacune de vous a pu proposer des recommandations. L'objectif là, c'est vraiment que vous puissiez nous expliquer quelles sont les recommandations, si vous deviez en choisir quelques-unes les plus significatives pour vous, et pourquoi il faut mettre celles-ci en priorité en place. Madame Sutter, professeur Sutter. S'il y a une recommandation, vous l'avez senti, c'est le dépistage, l'anticipation des situations, l'anticipation de toutes les grossesses. Alors maintenant, il y a un entretien prénatal précoce qui est obligatoire, alors comme les choses sont obligatoires en France, mais enfin, qui devrait être proposé à toute femme. Il y a un entretien postnatal qui se met en place, et puis à nous après, avec l'aide des directeurs d'hôpitaux,
de mettre en place des parcours de soins, parce que c'est multidisciplinaire, et ce que je vous montrais sur la dernière diapo, c'est parfois compliqué quand il y a l'assistante sociale, les gens qui s'occupent de la dicto, la pédiatre, les gens du secteur, la PMI. On peut être facilement à 15 autour d'une table sur une situation de périnatalité, donc arriver à faire en sorte que tout le monde se porte et ne voit pas chacun ce que vous dites très bien, sa partie ou son moment, c'est le parcours, même dépistage, l'anticipation des situations, parce que moi, à Bordeaux, je crois que je peux dire qu'on a réussi à éradiquer les épisodes très graves, qu'on appelle les psychosphères graves, on n'en a plus. Quand j'ai commencé, c'était avec le nombre de naissances qu'on a, on avait une toutes les 3 semaines, et là, c'est ce que nous, les psychiatres, on appelle attaché piqué aux urgences. C'est une psychosphère grave, c'est extrêmement dangereux pour la mère, pour l'enfant, les dames se suicident, il faut passer à l'acte sur le bébé, sont très délirantes, très désorganisées, donc c'est extrêmement violent à prendre en charge, ça monte très vite, quelques heures. Donc ça n'existe plus. Alors, on voit énormément plus de gens. Au début, j'ai commencé un quart de vacation, c'était 2 heures par semaine. On est tout un service, on est 10 médecins. Donc, voilà. Donc on voit beaucoup de gens. Mais on voit beaucoup de choses beaucoup moins graves et on arrive à prévenir surtout et à accompagner des gens peu en difficulté, ce qui est énorme. Voilà. Merci. Maëlia, est-ce que tu avais des recommandations? Ben oui, on est toutes les deux très attachées à la prévention. Et moi, j'ai à cœur de parler d'un dispositif qui a été mis en place au GHT Cœur Grand Est du côté de Verdun, qui s'appelle le COPA, le coaching parental, et qui est du coup moins en amont de l'accouchement, mais plus dans les suites de couches immédiates, et qui permet en fait à des auxiliaires de puériculture de venir intervenir au domicile de l'ensemble des parents. Donc il y a aujourd'hui 4000 familles qui ont été accompagnées. C'est un dispositif expérimental et donc j'en parle parce que c'est important qu'il soit pérennisé et pour ça il faut des moyens. Donc plus on en parlera et plus on connaîtra, mieux ce sera. Mais c'est un dispositif qui fait vraiment ses preuves parce que c'est une auxiliaire qui est formée spécifiquement et notamment à la détection des difficultés parentales et de la dépression postpartum, et qui est capable de donner des conseils très concrets et d'accompagner vraiment concrètement et de réorienter ensuite pour faire ce fameux lien entre les différents professionnels autant que de besoin. Donc voilà, c'est un super dispositif, le coaching parental ou COPA, que je pense il serait bon de généraliser. Merci beaucoup mesdames, on va passer aux questions. Si vous avez des questions en live, n'hésitez pas. Et comme j'ai le micro, je vais me permettre d'en poser une. On est principalement des femmes, 99% dans cette salle et certainement en live. Comment nous pouvons aider des amies qui sont enceintes ou qui viennent d'accoucher pour nous-mêmes être dépisteurs, si je puis dire, sentinelles? Quels sont les signes et quelles sont les questions à poser? Il y a les premiers secours en santé mentale, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une formation qui dure soit une demi-journée, soit 2 jours, pour prendre la mesure de comment tout un chacun peut venir en aide sur tous les sujets de santé mentale auprès des proches ou des collaborateurs avec qui vous êtes. Donc si vous voulez, comme il y en a qui apprennent à faire des massages cardiaques, des briques dans la rue, les premiers secours en santé mentale à diffuser. Ouais, c'est déjà dans les gens des troubles. Alors moi, je suis tellement attachée à la prévention que je pense que, en tant qu'amie, c'est ça, en tant que service social, le soutien, l'aide, l'intérêt, la discussion, l'anticipation des vulnérabilités. Quand on a le nez dans le guidon, on voit pas parfois où on peut pécher, alors que les amis voient très bien où on peut se planter. Écouter, voilà, et dire, redire, être présent, et du soutien, quand même, pendant la grossesse, s'il y a des enfants avant, de l'aide pour préserver le sommeil, parce que vous l'avez tellement dit, hein. Moi j'ai fini là-dessus et vous m'avez dit que ça finalement. J'étais fatiguée, je pouvais pas dormir. Oui, on sait que le manque de torture, c'est le manque de sommeil, c'est une torture. Voilà. 2 ans plus tard, elle ne dort pas toujours très bien. Non, je pense que pour moi, vraiment, quand on est dans l'entourage d'une jeune maman ou de jeunes parents, c'est prendre le temps, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à comment tu vas, ça va, ok, et on passe à la suite. Parce que moi, ce qui a aussi joué, c'est que ça va, on me l'a demandé pendant 8 mois, mais sauf que moi, quand on ressent des choses qui sont quand même très négatives, très intenses, et à l'inverse de ce qu'on attend d'une maman, ou d'un papa, parce que ça arrive aussi au papa, je précise,
bah ça sort pas comme ça, quoi, hein. Je me sens vraiment super nulle et j'ai l'impression que je suis dangereuse pour mon bébé, on va pas le dire comme ça. Donc je pense que c'est vraiment être vraiment dans l'écoute attentive et prendre le temps et essayer aussi parfois de lire entre les lignes et puis derrière orienter et puis aussi parfois juste aider, c'est-à-dire est-ce que tu as besoin que je prenne le bébé pendant 1 heure pour que tu ailles faire la sieste? Voilà, enfin, des choses toutes bêtes, c'est pas la peine d'offrir des jouets, offrez 1 heure de votre temps pour que la personne puisse aller faire une sieste, ce sera super. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Juste une question à vous dire. Bonjour, Delphine Vanier-Campet. Alors avant, je voulais vous remercier Maria pour ce témoignage parce que je vais avoir bientôt 49 ans, j'ai 3 enfants et je viens de réaliser que j'ai fait une dépression postpartum pour mon premier enfant. Je n'avais pas mis les mots dessus, donc j'ai compris que c'était ça. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez des points de relais qu'on peut donner à des femmes qu'on accompagne et qui sont dans une situation de peut-être dépression postpartum ou qui vont pas très bien? Moi, je suis psychologue et coach en entreprise et depuis 3 ans, j'essaie de défendre auprès des DRH, mes clients commanditaires, un dispositif de 4 séances en visio pour les mamans qui partent en congé maternité et qui en reviennent. Et j'essaie de défendre ça aussi pour les papas. Alors, c'est moins évident, c'est déjà très tabou, cette dépression postpartum auprès des femmes, donc ça l'est probablement plus encore. Et en entreprise, en plus, on fait face à une situation un petit peu délicate puisque c'est sur le lieu du travail. Donc moi, mon objectif dans ce dispositif, c'est certainement pas de faire de la thérapie, mais c'est d'apporter un certain nombre d'éléments qui peuvent aider dans cette période de transition de vie et de pouvoir donner des relais. Alors des relais, ça peut être des thérapeutes en vie, ça peut être il y a des dispositifs, des psychologues qu'on peut consulter maintenant sur X séances gratuitement, mais c'est pas toujours évident. Et les généralistes sont souvent très pris, les gynécologues n'ont pas forcément envie non plus cette possibilité d'eux. Et donc avoir peut-être 2 ou 3 points vers lesquels on peut réorienter ou orienter les mamans qui ont ce besoin-là à ce moment-là pour gagner en efficacité. C'est Ouais. Oui, la PMI, parce que la PMI, d'abord, ils ont des sages-femmes aussi, donc ils peuvent accompagner, et puis ils sont dans la continuité, ils ont jusqu'aux 6 ans des enfants, et puis ils viennent à domicile. C'est par eux, quand même, qu'arrivent toutes les aides. Vous avez parlé des auxiliaires de cœur, mais partout, on peut avoir des travailleurs des TISF. Il y a des gens qui viennent, des travailleurs sociaux, qui viennent à la maison, des aides ménagères, enfin, voilà, il y a tout un étayage social qui existe. Après, donc, il y a des AEP, des lieux d'accueil enfants-parents, il y a plein de choses, mais la PMI connaît ça extrêmement bien. Et sur votre territoire, en fait, puisqu'ils sont en territorial. Bien sûr, le pédiatre, c'est généraliste, mais ils sont... Alors, les sages-femmes, elles s'arrêtent à 1 mois. Les sages-femmes ne devraient pas aller très très loin dans la prise en charge. Vraiment, c'est pour ça. Après, il y a des puéricultrices, maintenant, il y en a qui s'installent, mais c'est quand même pas légion. Donc, l'acteur principal de tout ça, et qui en plus détient les finances, parce que dans les situations compliquées, les gens n'ont pas. Les difficultés financières, ça coûte cher quand on doit le payer soi-même, mais là, ça peut être gratuit. Vraiment, c'est la PMI. Alors, les gens voient souvent la PMI comme quelque chose pour les gens plutôt défavorisés, problématiques sociales, voire les placements, mais c'est faux, c'est complètement erroné. C'est vraiment eux qui sont là pour ça. Merci. Et je me permets d'ajouter 2 choses. S'il y a une notion d'urgence, que la personne a vraiment mal, on appelle le 15 ou le 31-14, qui est la ligne d'écoute anti-suicide. Mais le 15, parce qu'ils vous orienteront aussi vers les urgences pédiatriques les plus proches, où là on vous écoutera, même si vous n'aurez peut-être pas un suivi, mais en tout cas vous aurez une première entrée dans les dispositifs ad hoc. Et s'il y a moins d'urgence, moi je fais partie de l'association Maman Blues, qui est une association qui a pour objectif justement d'accompagner, de prévenir sur les difficultés maternelles et de réorienter. On n'a pas de visée psychothérapeutique, en revanche, on est toutes formées à la difficulté maternelle, on a toute la formation des premiers secours en santé mentale. Et donc c'est un dispositif où on a une permanence par email, donc par département, on est présent sur tout le territoire français.
Il y a un forum aussi qui est modéré, qui fonctionne bien, et surtout il y a des groupes de parole qui permettent aussi d'avoir des échanges et de sortir de la solitude et de l'isolement qui sont aussi majeurs quand on vit ce type de difficultés. Est-ce que vous êtes psychologue dans une entreprise, j'ai bien entendu. Dans le monde du travail, il y a un énorme travail à faire. Les femmes enceintes devraient bénéficier. Voilà. Il y a des choses, hein, mais peut-être que l'attention n'est pas toujours là. La reprise du travail est normalement associée à un entretien dans lequel ça devrait être systématique en fait. Quelqu'un qui est enfant devrait pouvoir bénéficier. Il faut des crèches intégrées, il faut parler de l'allaitement. Enfin, on a tellement de choses. Et le monde du travail est vraiment très porteur finalement. Les congés maternité en France sont courts quand même. Donc, on parle de budget et de rentabilité. Si vous avez quelqu'un qui a arrêté pendant 2 ans, la rentabilité. Alors, moi je suis convaincue. Hein. Oui, je suis convaincue, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est dans une période où les entreprises réduisent leur budget, ou alors, parce qu'il y a une obligation, elles s'engagent, mais tant qu'il n'y a pas vraiment d'obligation, c'est difficile. Alors, j'ai quand même des clients, on va dire, entreprises qui ont bien compris et donc qui rentrent dans le dispositif, mais c'est vraiment un travail de longue haleine pour les convaincre sur ces sujets. Mais n'empêche que non, on passe beaucoup de temps au travail. Donc les collègues, il n'y a pas que les amis, il y a aussi les collègues qui peuvent avoir un œil vigilant. Il y a un aspect commun aussi. Il y a un aspect commun qui est l'angoisse de performance en fait, parce que l'angoisse de la performance de la mère parfaite, ce fantasme, en fait tout ce qui se passe autour de la grossesse et de la naissance, tout doit être normal, parfait, idéalisé, il y a des baby showers, il y a des trucs formidables. Et puis en plus, on surinvestit la femme enceinte, mais dès qu'elle a accouché, on oublie complètement qu'elle existe, et on surinvestit l'enfant qui est devenu sa colonne de roi. Donc tout c'est très violent comme changement, et c'est une pression qui est monstrueuse quand on y pense, parce que c'est concentré sur une personne qui elle-même s'en rajoute parce que femme, parce que avec l'histoire de la maternité qu'elle porte sur les millions d'années qui sont passées, et donc c'est aussi de dédramatiser le truc en disant personne ne naît mère, on pourrait demander à Simone de Beauvoir, ce qu'elle en pense. Mais en fait, on devient mère et puis on ne tombe pas amoureux de son bébé quand le bébé vous est posé sur le ventre parce que effectivement vous êtes crevé, vous avez peut-être un truc qui vous fait mal, un truc qui va pas, le bébé il est tout presseux, il y a des enfants pour lesquels ça passe pas. Ça ne veut pas dire que le lien va pas se créer, il faut un certain temps pour ça, et il faut avoir de la bienveillance envers soi-même. Et je pense que l'entourage est bienveillant en disant bah, c'est super ce que tu arrives à faire et puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Et ça déjà, ça permettrait de relativiser. Alors, oui, justement par rapport à ça, moi j'ai 49 ans, 3 enfants, je suis directrice marketing dans l'industrie pharma, donc la pression d'être une superwoman et une super maman et tout ça, je connais bien. En plus j'ai été malade, j'ai eu un cancer en même temps que ma deuxième, enfin bref. Toujours est-il que la question c'est, effectivement, c'est la société. Et ça, avec mon village, on en a parlé, effectivement par rapport aux sociétés traditionnelles où les femmes étaient très entourées par un village entier, aujourd'hui, c'est la société, il me semble, qui fait qu'on en arrive là. Donc j'imagine que les taux de dépression post-partum doivent être quand même plus importants qu'avant, non ? Et non, c'est une belle hypothèse, mais elle ne tient pas. On a étudié ça à une époque, on a eu une grande étude internationale au Japon, par exemple. La femme retourne dans sa famille avec beaucoup de soutien, ça persiste toujours, hein, quel que soit le niveau. Et en fait, les incidences sont à peu près les mêmes en moyenne. Ce sont plus des facteurs d'environnement comme la prématurité ou des choses de suivi de grossesse, etc., qui impactent. Donc c'est plus compliqué que ça, c'est ce que j'essayais de vous dire. Le cerveau est quand même dans un état très particulier, hein, qu'on commence tout juste à toucher du doigt. L'étude elle date de 2017. Hein. Donc, mais vraiment, il se passe des choses. Si vous êtes une IRM fonctionnelle, ça ne marche pas comme avant. Et pendant 2 ans, ça ne marche pas comme avant une grossesse. C'est surtout très sensible en fait. C'est le son qui est monté plus fort. L'audition change, l'olfaction change, l'audition pour entendre le bébé qui pleure, l'olfaction parce qu'on est des mammifères. Et tout ça, ça met dans un état très très particulier. Donc c'est au confin. Moi j'explique aux patients que c'est un espèce de curseur en fait. Tout le monde va avoir un blues, l'immense majorité. Celle qui nous préoccupe nous, c'est celle qui n'en ont pas, parce que souvent déjà ils sont déjà partis très loin. Et puis on ne sait pas où est finalement l'arrêt pour chacun. C'est un curseur, ça peut aller très loin pour tout le monde. Et si on aide, et si on met des traitements sur le sommeil, le régulateur de l'humeur physiologique, c'est le sommeil.
C'est ça qu'il faut, c'est pour ça, c'est ce que vous dites tellement bien que, voilà, c'est tout le temps comme ça, hein. Les patients, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, je perds le sommeil, j'arrive plus à me reposer, j'ai le cerveau, l'arrêt ne se fait plus, le cerveau s'arrête plus parce qu'il est fragile, il s'en va, et puis le sommeil ne vient plus, donc il faut des traitements pour arriver à dormir, ça suffit pas d'avoir de l'aide, hein. Quand on est passé au-delà du curseur, ça suffit plus. Donc non, malheureusement, mais ça aide énormément, mais la dépression ou le trouble de l'humeur périnatale, c'est encore autre chose. Il y a ces ajustements, c'est pour tout le monde, et puis après, on passe quand même, c'est ce que j'essaie de vous dire. Et on peut redescendre très vite dans la santé mentale classique, normale, d'adaptation, mais on peut partir très vite dans quelque chose de psychiatrique. Donc il faut avoir accès aux soins, il faut en parler, il faut laisser les professionnels faire. Votre généraliste a tout de suite eu l'information. Bonjour, Yasmine Achour, consultante en communication santé. Alors, ma question est plutôt en tant que femme, justement, aujourd'hui, qui a des antécédents de troubles anxieux, de SOPK. À quoi est-ce qu'on devrait être sensible, justement, en période de grossesse? Qu'est-ce qui va nous alerter? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place, justement, pour éviter de tomber, justement, là-dedans? Alors, les troubles du sommeil, parce que le sommeil en période périnatale, en fait, dans ces mutations de cerveau, il y a l'audition qui change, mais il y a aussi l'organisation du sommeil. Surtout les derniers mois, quand tout va bien, mais quand c'est un peu plus fragile, ça commence très tôt. C'est-à-dire que le sommeil se coupe en petits morceaux pour permettre de se réveiller, se rendormir sur 24 heures, et plus de dormir la nuit, d'être réveillé le jour. Et quand le cerveau est vulnérable, ces troubles du sommeil ils apparaissent très tôt. En fait, on a des gens qui ont de gros épisodes qui nous disent qu'ils savent dater le début de la grossesse, de l'implantation du bébé, parce que ce jour-là, à cette heure-là, à cette minute-là, elles sont senties que ça allait plus, elles ont commencé à plus dormir. C'est vraiment le premier signe. Après, l'hypersensibilité émotionnelle, parce que ce que vous dites quand même, on voit qu'il y a un truc très très sensible, et puis après on a l'impression que vous êtes totalement épuisé, c'est comme si vous aviez vidé votre cerveau, on était épongé, rincé, il n'y a plus rien. C'est un peu, ça m'a fait penser à quand on fait un marathon, qu'on passe la ligne d'arrivée, qu'on s'écroule. Donc, tout ce qui est de trop et pas habituel, c'est très compliqué, il vaut mieux en parler en fait. Alors à votre sage-femme en première ligne, à votre gynéco en première ligne, parce qu'ils connaissent quand même très bien, mais il ne faut rien banaliser. Et puis surtout, le sommeil, si vous le perdez, ce n'est pas normal. Vous le dites aussi, j'ai passé 2 jours en salle de naissance, c'est le truc. Les dames qui passent 2 jours en salle de naissance, on ne dort pas. Hein. Et en période périnatale, on peut faire 5-6 jours sans dormir, du tout. Mais c'est pas normal du tout. Donc ils ont des gardes, on sait très bien que le lendemain de la garde, il faut aller dormir, sinon on est très irritable, on n'est pas en forme. Et en période périnatale, non seulement on ne dort plus, on a mal partout, on a un bébé qui pleure, qui nous inquiète. Enfin, le cerveau, ce n'est qu'un organe. Hein. Et au bout d'un moment, il faut qu'il se repose. C'est comme le cœur, c'est comme les muscles. Le cœur, il marche que la moitié du temps. Quand vous avez un muscle qui est tendu, l'autre, il est détendu. Le corps se répare et se repose à moitié du temps. Et on voudrait qu'en période périnatale, bientôt, le cerveau, il marche tout le temps. Il finit par se réveiller, il y a des courbatures. Donc tout signe pas habituel. Mais après, il y a aussi cette mutation physiologique. Donc c'est souvent compliqué. Après, quand il y a des antécédents, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous avez un traitement, des choses comme ça, là il faut en parler, il faut l'anticiper. Si vous êtes suivi par votre généraliste, votre psychiatre, vous commencez à parler du fait qu'il y a un projet de grossesse quand on prend des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui sont tout à fait possibles, d'autres qui sont plus problématiques. Et puis il faut ajuster des suivis, puis il y a des services de psychiatrie périnatale maintenant quand même, un peu partout en France. Donc avoir un contact pour être orienté vers la bonne maternité, il y aura les professionnels nécessaires. Tout ça, je vous parle de parcours, mais ça c'est votre généraliste, votre sage-femme qui va vous orienter. Gynéco. Margot, il reste combien de temps pour les questions? 3 autres questions, une à distance, une ici, et après on arrête. Allez, encore 3 questions. Bonjour, je représente. Moi je fais partie d'une association très locale qui accompagne les femmes sur la périnatalité, avec yoga prénatal, postnatal, de massage bébé. En fait, du coup, on voit beaucoup de femmes. Moi, j'en ai bénéficié quand je suis devenue maman. Mais avec une vision qui n'est pas du tout professionnelle, mais qui est l'accompagnement. Et c'est vraiment, on fait aussi du coworking avec garde d'enfants, donc on voit beaucoup. Et du coup, une population qui peut être à risque ou être en dépression ou en phase. Et j'ai du mal, ça coupe le mot. Et donc, c'était un peu la question de comment, à ce niveau-là,
très locales, on peut justement avoir soit des signaux d'alerte, soit des... Enfin, ça rejoint un peu, mais sur le sommeil, ça, je viens de dire en gros en pas. Mais voilà, comment on peut humainement et créer le lien, parce qu'on n'est pas non plus des amis, mais des choses comme ça, pour pouvoir orienter, pouvoir dire justement, en effet, la PMI, ça reste un très bon relais. Mais voilà, si vous avez des... Je pense que vous avez aussi tout à l'heure posé la question de comment ça va, mais la poser vraiment. Ouais, okay. Vous donner les moyens, après je sais pas votre structure, votre mode de fonctionnement. Mais... Oui, c'est ça. Je pense que je veux dire quelque chose qui est peut-être un petit peu... je sais pas. Vous me direz si vous trouvez ça controversant, je sais pas. Moi, je me dis que les mamans qui font déjà le pas de venir chez vous, elles ont déjà un pied dedans. Donc, elles ont peut-être déjà soit plus envie d'en parler, soit en tout cas, elles ont fait la démarche de sortir de chez elles. Ce qui est déjà beaucoup quand on a dormi 3 heures. Donc, voilà, je pense que vous avez effectivement cette chance qu'elles sont déjà là et donc peut-être aussi cette capacité à aller les chercher un peu plus facilement que quelqu'un qui a commencé à s'isoler pour plein de bonnes raisons, mais qui a commencé à s'isoler quand même. Et là, ça va être plus compliqué d'aller faire sortir une parole de vérité, on va dire. Mais voilà, oui, effectivement, creuser, l'orienter vers... les structures, que ce soit la PMI, que ce soit les personnes qui la suivent ou Maman Douce, enfin, voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour des dispositifs. Oui, parce qu'on peut être sensible à des facteurs de risque, si c'est des complications de la grossesse, voilà, des parcours pendant la grossesse, ça c'est du risque, et puis regarder le bébé, parce que vous faites, j'imagine, aussi prise en charge avec le massage bébé. Des bébés qui ont beaucoup de régurgitation, qui n'ont pas bien, dont les parents sont fatigués, les bébés peuvent être ou un trigger, enfin quelque chose qui va déclencher, hein, parce qu'un bébé compliqué, ça peut donner des dépressions, ou être un reflet des difficultés. Donc regardez toujours, hein, le bébé fait partie de la dynamique. Alors on a une question en ligne de Domitil. Merci pour votre présentation. Que sait-on de l'étiologie de la dépression postpartum? Alors, je sais pas si vous avez compris, mais la dépression postpartum, ça n'existe pas. Il y a plein de troubles qu'on met sous cette dénomination. C'est la douleur morale périnatale. L'étiologie de base, c'est une mutation du cerveau, et quand le cerveau est fragile, ça peut révéler des pathologies qui étaient cachées jusque-là, ou acutiser des pathologies qui étaient plus ou moins stabilisées. Voilà. Donc l'étiologie de la dépression, voilà, on ne connaît pas. Je viens renforcer cette émission. J'espère que je l'ai bien transmis, mais moi, c'est venu révéler quelque chose qui était là depuis un moment quand même. Je pense qu'il y a eu une violence et une acutisation des choses avec la naissance, avec la fatigue, avec l'allaitement, etc. Mais déjà pendant la grossesse, il y avait un terrain qui était là, et je pense même avant, parce que voilà, un professeur avec qui j'avais échangé parlait d'aide de vie. Et que en fait à ce moment-là vraiment c'était cette idée qu'il y a des choses qui sont passées dans notre vie qu'on a mis de côté parce qu'il faut avancer et qui d'un coup ressortent ou en tout cas deviennent insupportables. Je complète juste la réponse. On n'a pas beaucoup parlé de l'entourage direct des mamans, c'est-à-dire le ou la conjointe, voilà. Et ça vaut le coup aussi parfois de demander comment ça se passe à la maison. Et je reviens sur le dispositif qui avait été évoqué par Anne-Laure, qui est le dispositif de la CAF, des TISF et des ABS, donc des aides à domicile, qui sont prises en charge en grande partie par la CAF. Il y a un petit reste à charge en fonction du quotient familial, mais dans tous les cas, c'est aussi bien en amont quand on est juste sur des problématiques d'organisation ou difficultés d'organisation du foyer. C'est vraiment des aides qu'il ne faut pas hésiter à aller solliciter et qui sont très très peu connues pour le coup, alors qu'elles existent et qu'elles sont financées. J'ai une dernière question, Emmanuel Pierga. Alors je trouve qu'il y a un grand... Alors vous venez d'aborder, je trouve qu'il y a un grand absent quand même, ou une grande absente dans le discours, c'est effectivement le rôle de la compagne ou du compagnon avec lequel on a décidé de faire ce bébé.
Alors, deux questions. Un, est-ce qu'il est associé à la prévention, ou elle est associée à la prévention, et est-ce qu'il y a des compagnons, donc qui ne sont pas enceintes, qui font aussi des dépressions postpartum? Voilà. Alors, l'entretien prénatal précoce, c'est un entretien de couple. Après, le problème, c'est d'avoir les conjoints qui se déplacent, parce que ne se sentent pas toujours concernés. Donc, l'entretien prénatal du couple, nous, les accompagnements, c'est toujours avec les papas, les hospitalisations, les suivis des consultes, les pères, enfin, les pères du conjoint sont inévitablement pris en compte. Et puis, le fait d'avoir une dépression, on va utiliser le terme dépression, en tout cas souffrance morale périnatale, uniquement significative chez une mère, augmente fortement le risque chez le conjoint. On n'a pas de données sur les compagnes, on a des données sur les hommes. Il y a 10% de dépression périnatale chez les hommes qui s'expriment très différemment, et notamment avec beaucoup de violence et de consommation toxique. Donc on sait qu'à l'occasion d'une naissance, il y a beaucoup plus de conflits conjugaux, l'augmentation de la violence faite aux femmes, mais il faut aussi avoir l'esprit que ces hommes-là sont peut-être aussi dans une souffrance et un besoin de soins. Donc c'est inévitable la présence de soins. Et il peut y avoir des hommes qui ont des dépressions sans que la maman soit malade. C'est la violence, la rupture. Merci à tous. Pour terminer et clôturer ce café gourmand, on va inviter Marina Vassilio, qui est la PDG de Biogène France, qui a mené l'étude. Marina, si vous pouvez venir. C'est pas vraiment Biogène qui a mené l'étude, Biogène est un support, mais c'est tous les acteurs qui sont vraiment impliqués, experts, qui ont mené l'étude. Je vais juste commencer en disant d'abord merci Care pour non seulement la salle magnifique, mais aussi la recherche, les données que vous avez mis en évidence sur la plateforme. Merci bien sûr Femmes de Santé, vous rendez visible aujourd'hui comme les autres fois des spécificités de santé de la femme. Et c'est aujourd'hui sur la dépression postpartum, et c'est dans ce schéma que Biogène s'inscrit aussi. Biogène est une biotech et sa recherche est vraiment spécifique autour des pathologies du cerveau. Je voulais aujourd'hui, juste avec toute cette discussion enthousiaste autour d'un sujet qui est difficile et qui est aussi très important, retenir 3 points qui étaient déjà dit et bien discutés. La première, je suis très contente que c'est beaucoup ressorti dans la discussion, c'est ce sujet de tabou, de pression sociale que Mahalia a mis en évidence. La culpabilité, c'est une période où on est toute heureuse, toute contente, les meilleurs moments de la vie, souvent avec la pression d'être parfaite. Et ça empêche le dépistage, l'auto-identification d'abord de déclencheurs ou de facteurs qui vont nous faire prendre soin de nous-mêmes, se poser des questions de nous-mêmes, poser des questions à notre entourage. Donc je pense que si déjà avec ce type d'événements ou encore plus de discussions, et vous êtes tout impliqués dans les différentes associations, on discute beaucoup plus la dépression postpartum, mais on lui donne un nom. Je pense que ça va aider à enlever ce tabou et aider aussi à un meilleur dépistage. Deuxième conclusion, on a parlé, est-ce que ça existe pas, mais dans tous les cas, c'est une maladie très spécifique. On l'a vu avec une évolution du cerveau pendant la grossesse. C'est une maladie très compliquée et c'est une maladie très sévère, avec le suicide et qui est la première raison de mortalité pour les femmes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, cette maladie était sous-étudiée. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches spécifiques. Le fait que la publication que le Dr Sader nous partage vient de 2017 démontre que, comme beaucoup d'autres sujets de santé de la femme, la dépression postpartum était vraiment sous-étudiée et dans la recherche clinique et dans les publications et dans même les questions que vous avez posées, les recherches de différents facteurs sociaux ou autres qui peuvent amener à cette maladie. Donc, je pense qu'effectivement, comme c'est une maladie spécifique, il faut vraiment qu'on parle d'une prise en charge spécifique. Et moi, je suis contente d'entendre
comme vous l'avez dit, des choses obligatoires mais qui sont faites dans la périnatalité. C'est une opportunité de faire cette discussion et il faut aller beaucoup plus loin avec des études spécifiques, des traitements spécifiques. Aujourd'hui, aucun des traitements qu'on prend a été étudié spécifiquement dans la maladie postpartum. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de bons traitements, mais effectivement, on a besoin d'investir dans cette recherche. Et troisième conclusion, vraiment un grand besoin de coordination. On a parlé de l'entourage proche, il y a bien sûr les professionnels qui sont là pour nous aider, il y a un parcours de soins qui s'organise. Il est aujourd'hui en manque de ressources, on sait qu'on a besoin de plus de ressources, il est aujourd'hui en manque d'innovation, même thérapeutique, et je suis très contente de voir des plateformes, des différentes façons de mettre d'innovation, d'accompagner les femmes et leurs familles dans ce parcours. Donc, ce soutien doit être mieux coordonné, mieux organisé, et c'est exactement dans ce chemin que je pense qu'on s'inscrit toutes. Donc, merci beaucoup et merci tout d'abord à nos intervenants.